Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum, et on est ensemble jusque 18h comme chaque jour avec le plus grand plaisir et bonheur de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui deux chroniqueurs, un en plateau qui sera avec nous dans un instant, Rudy Kazi, et un autre qui est un petit peu loin, quelques kilomètres, voilà, parce que vous le savez, c'est la période des vacances et c'est bien normal que nos chroniqueurs en profitent. N'est-ce pas, monsieur Karim Alouache ? Ah, on va retrouver notre ami Karim Alouache, voilà. Je suis là. Bonjour mon Karim, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. En bord de mer, en vacances. Alors, est-ce qu'on peut dire où tu es ? Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs où tu es ? Oui, je suis à Rhodes, une île grecque, au large, en face de la Turquie. Voilà. Ah ouais, exactement. Sympa. Alors, le décor, c'est comment mon Karim ? Fais-nous un peu rêver là. Bah écoute, tu as une eau à peu près à 30 degrés, un peu de vent en fin de journée, une température moyenne de 30 degrés la journée, donc parfait pour les vacances, quoi. C'est sympa et tu as raison d'en profiter mon Karim. Alors, tout à l'heure, nous serons avec Jamel Zekri qui est un Algérien, médecin algérien, qui se mobilise pour envoyer de l'aide médicale en Algérie. Vous savez que l'Algérie a mis à disposition des avions gratuits pour faire partir du matériel médical. Et Jamel est sur Marseille, on l'a rencontré d'ailleurs à Marseille. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, bien entendu. Alors on parlera aussi du président Macron. Est-il devenu un influenceur ? On voit qu'il prend la parole là de plus en plus depuis lundi, notamment sur Instagram, TikTok. Il nous disait à plusieurs reprises, d'ailleurs il nous parle ce matin d'une 3e dose pour les plus âgés, les plus fragiles, à envisager dans les plus brefs délais. Et puis on parlera évidemment de ce pass sanitaire parce qu'on devrait apprendre au cours de cette émission la décision du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel. Il y a des avocats qui se sont mobilisés, il y a le Conseil de l'ordre des médecins aussi qui a fait un communiqué pour dire attention, il y a quelque chose qui nous dérange dans votre pass sanitaire, notamment l'accès aux soins, aux hôpitaux. Ça peut poser un petit problème de liberté cette histoire. On en reparlera tout à l'heure et on verra évidemment ce qu'il en est avec la réaction aussi de Maître Maghrebi qui s'est mobilisé ainsi que 240 avocats accompagnés d'un bâtonnier pour justement alerter le Conseil constitutionnel. Et puis il y a aussi de l'autre côté mon Karim, des gens qui se mobilisent, qui se manifestent dans les rues à l'image de quelques gilets jaunes. Et on sera avec eux tout à l'heure aussi pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils en disent de tout cela. On aura Jérôme Rodriguez, Fauzi Lelouch, David Dibensky qui est un avocat des Gilets jaunes. Ils seront avec nous depuis le jardin du Conseil constitutionnel. Enfin, jardin, à proximité en tout cas. Donc voilà, une émission bien remplie aujourd'hui et nous attendons avec beaucoup d'impatience Rudy Kazi. Voilà, c'est parti pour une bonne émission. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 avec Karim Alouache depuis Rhodes en Grèce. Et Rudy Kazi en studio dans quelques instants. Tu te rends compte, toi t'es à des milliers de kilomètres, t'es à l'heure. Et Rudy Kazi, il est à Paris, il est en retard. C'est quand même hallucinant de voir ça. Normal, je suis banquier. Ouais. Et les banquiers, c'est toujours à l'heure, évidemment. A tout de suite, mon Karim, à tout de suite, chers auditeurs. Et numéro de téléphone pour nous joindre, évidemment, puisque le peuple a la parole et plus que jamais dans cette émission. 01 40 33 9000. Et on salue la bonne performance des Français là au JO aujourd'hui. C'est juste incroyable. Je sais pas si t'as suivi. Oui, Karim. Si, je regarde tous les après-midi. Ah, c'est un truc de fou là aujourd'hui. Ils font la. C'est remarquable et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà. Franchement, ça fait du bien. Meilleure médaille d'argent, alors qu'il était dès le premier jour à la ramasse. Chapeau aussi. Et puis la première médaille des Jeux Olympiques de karaté pour un Français aussi. Donc bravo, quoi. C'est ça, exactement. Allez, restez avec nous dans un instant. On se retrouve juste après la petite pause qui s'impose. Et avec Karim Alouache, Rudy Kazi, le quiz à suivre. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Même en vacances, on est là sur France Maghreb 2, puisque même notre Karim Alouache est à des milliers de kilomètres de nous, mais il est avec nous aujourd'hui. Et je le remercie d'ailleurs pour l'ensemble des chroniqueurs qui jouent le jeu et qui sont en vacances et malgré tout nous offrent un petit moment de leurs vacances pour être avec vous, avec nous. Sur France Maghreb 2, notre ami Karim Alouache est à Rhodes. C'est comme ça qu'on dit, à Rhodes, en Grèce. C'est très joli, paraît-il, en plus. Hein. Oui, très beau, très sympa et très tranquille. Très tranquille. Bon, notre Rudy Kazi, lui, il n'est pas en Grèce, il est à Paris, comme moi d'ailleurs. Comment ça va, mon Rudy ? Ça va bien. Après, à part une petite rage dedans, là, depuis Qu'est-ce qui se passe, mon Rudy ? Je sais pas, ça s'est réveillé comme ça. Bon. Donc, au pire des moments, quand t'es tranquille, posé en vacances. Ouais. Bon, alors, la décision du Conseil constitutionnel est tombée, les amis.
On va en parler dans un instant. J'attends Maître Maghrébi qui est en train de lire intégralement, évidemment, ce qui a été décidé. Il faut savoir que l'ensemble du pass sanitaire a été validé, qu'il y a des petites choses par rapport sur le contrat de travail, ça a été refusé. Et j'attends de savoir, et c'est la chose la plus importante, à mon sens, c'est l'accès aux soins pour les gens qui doivent se rendre dans des centres hospitaliers. S'ils doivent ou pas présenter le pass sanitaire, c'est ce pourquoi d'ailleurs beaucoup d'avocats se sont mobilisés, avec même également le Conseil de l'ordre des médecins qui a pris position. Enfin, ça s'est un petit peu emballé, donc on va voir. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble du pass sanitaire, visiblement, est validé par le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On en reparlera plus en détail, évidemment, dans quelques instants. Pour l'heure, messieurs, histoire de se mettre bien, un petit quiz pour commencer. Un petit quiz qui oppose Karim Alouache depuis la Grèce à Rudy Kazi, ici présent avec sa rage dedans. Première question. Karim triche pas, hein. Il n'a pas l'habitude de tricher, Karim. Moi je le connais, attention, moi je le connais. Présent avec sa rage dedans. Tu fais des rimes, Christophe. Ouais, c'est ça, exact, tu vois. Je suis très inspiré quand je vois Rudy Kazi. Et puis pour être transparent, Rudy, t'étais en retard, je dis c'est normal, c'est un Africain. Ça n'est jamais à l'heure. Oh, t'as vu les clichés? Je te retourne le compliment. Ouais, parce que vous êtes tous les deux africains, donc. C'est ça. Mais lui, c'est un Africain banquier d'affaires. Voilà. Alors, première question. Suicide de quelle actrice américaine dans son appartement de Los Angeles? On est en 1962. Facile. Oh, facile. La compagne de JFK. Allez, je te la laisse pour toi, Rudy. Bah non, ne sois pas aussi Marilyn chevaleresque. Monroe. Marilyn Monroe est une bonne réponse. Que ta réponse soit une vraie réponse. Bravo, mon Karim. Premier point. Jeux Olympiques, on est en plein dedans, les enfants, avec une sacrée performance de l'équipe de France dans pas mal de sports et de domaines aujourd'hui. Superbe. Super sprint du sprint qui conserve aux Jeux Olympiques de Londres son titre olympique des 100 mètres sur 100 mètres, pardon. La clé a également le deuxième chrono de l'histoire en 2012. Il s'agit de Bolt, exactement, Usain Bolt, le Jamaïcain, qui remporte effectivement ce titre en 2012. Troisième question. Et beaucoup d'autres après. Hein. Beaucoup d'autres après, effectivement. Mais c'est quand même, lui, c'était vraiment un sérieux quand même. Je cherche l'un des plus grands... voilà, alors, hop, je découvre ma question en même temps. Je cherche l'un des plus grands du métier du cirque. Il est mort en 1987 à Paris. Bouglione, je sais pas. Bouglione est une bonne réponse, effectivement. Bravo, mon Rudy. Bonne réponse. Je cherche à présent un écrivain français en 1850. Indice, il est juste mort le 6 juillet 1893. Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu 43 ans. 1893 ? Il est mort en 1893 et il est né en 1850, donc il avait 43 ans. Un écrivain ? Ouais, écrivain français. Allez, je donne son prénom, Guy. De Maupassant. De Maupassant est une bonne réponse, bravo. En plus, j'ai pensé à lui juste. C'est ah ouais bizarre, hein, je t'assure, mais j'ai pas osé en fait. Question fastoche, je cherche le fondateur. C'était aussi un poète aussi. Je cherche le fondateur d'Emmaüs, né à Lyon en 1912. Fastoche. Emmaüs L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, effectivement. C'était pendant longtemps la personnalité préférée des Français. Il est mort le 5... j'ai eu un bug parce que t'as la fondation aussi. Ah oui, Abbé oui, Pierre. oui. Ouais. Le 5 janvier 2007. Rudy, arrête de répéter après moi la réponse. Et enfin, je cherche... Sois plus rapide. Un animateur télé né à Marseille. Patrick Sabatier. Non, né à Marseille en 1965. Il est encore présent à la télé, notamment sur CNews. Oui. Les Miss France. Ah. Non, c'est pas les Miss France, c'est pas Foucault. C'est pas lui. Sur CNews ? Ouais, il est sur CNews tous les matins. Il est né à Marseille. Quoi ? Pascal Praud, non ? Non, Pascal Praud, il est pas marseillais, voyons. Ouais. Bah, c'est l'autre, possible, juste après. Juste après Pascal Praud. Non. Morandini. Bonne réponse. Jean-Marc Morandini. Ah, c'est un Marseillais. Bon anniversaire, Jean-Marc, évidemment. Je sais pas que c'est un Marseillais. Ah si, il est né à Marseille, c'est un Marseillais. Voilà. D'ailleurs, il était à Marseille la semaine dernière, paraît-il. Je l'ai pas croisé, mais bon. Bon, bah voilà, les gars, vous en êtes plutôt bien sortis, c'est plutôt bien. T'as vu, Morandini, on était à Marseille. Ouais. La semaine dernière. T'as suivi ? Ouais. T'as vu qu'on m'a offert un maillot de l'OM ?
Ouais. Ouais. J'ai vu que t'es rentré dans une boutique aussi de l'OM. Ouais. Et que j'ai Avec ton maillot. Et j'ai dit quoi? Allez Paris, c'est ça, Voilà, non? exactement, Brady. Je l'ai fait, mon vieux. Voilà. Mais la vraie question, comment ils ont réagi, les vendeurs et tout. Ils étaient un peu stupéfaits. Mais là, je compte sur Nasser El Khalifi pour m'offrir un an gratuit d'abonnement à Paris, hein, pour le coup. Ah bah, c'est quand même une prise de risque, hein. Ouais, même 2 ans. Je suis d'accord avec toi, Karim. C'est une prise de risque quand même. J'ai pris, tu vois, j'ai pris des risques. Et puis un vol aussi pour la Coupe du Monde au Qatar aussi pour nous cogner. Ah, ça serait pas mal. Quoique, en fait, je suis un peu, pour être très honnête avec toi, Rudy, je suis très perplexe parce que ça me poserait un problème de conscience d'aller voir la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des centaines de morts par rapport aux travailleurs forcés qui ont construit ces stades, et ça me poserait un problème de conscience. À titre personnel, bien sûr. Voilà. Ouais, pour la beauté du sport, et ne serait-ce que même aussi, bon, la compétition est un peu bizarre, elle va s'engager en hiver en Europe. Ça, c'est une chose. chose. C'est un peu chelou, quoi, tu vois. Ça fait beaucoup de changements, en fait, quoi. Mais exact. On verra, justement, oui, Karim. Moi, je dirais le contraire. Ça peut être intéressant parce qu'enfin, on va avoir une Coupe du Monde où les joueurs vont pas arriver déjà épuisés d'un long championnat ou d'une Champions League. Ah bah non, c'est encore pire. C'est encore pire parce que du coup, ils auront une préparation que pour la Coupe du Monde, et concrètement, leur saison va commencer en janvier, quoi. Ça bouscule le calendrier. Ouais, sachant qu'il y aura pas mal de blessés, peut-être. Non, mais justement, la Coupe du Monde risque d'être intéressant parce que les mecs vont arriver en forme. On verra, en tout cas. C'est l'année prochaine, les amis. Évidemment. Alors, évidemment, on en parle de ce pass sanitaire. C'était le grand jour. C'est le grand jour, puisque la décision du Conseil constitutionnel est tombée. On vous en donnera les détails dans quelques instants. Voilà, on est en train, les amis du LGF sont en train de lire tout ça pour nous donner un petit résumé dans quelques instants. On parle que de cela depuis maintenant une semaine, depuis l'intervention du président Macron, finalement. Alors toi qui es peut-être en Grèce, mon Karim, un peu loin de tout cela, t'as peut-être pris un petit peu de recul. Comment tu vois, toi, cette tension palpable qu'on peut ressentir, je sais pas si Rudy la ressent comme moi, qui est là, présente dans ce pays qui s'appelle la France, contre le pass sanitaire? Comment tu le vois, toi, depuis la Grèce? Bah, écoute, en fait, tout d'abord, j'ai vraiment déconnecté, et ce qui m'a assez interpellé ici, c'est que on parle pas du Covid, on ne le voit pas, c'est pas un débat, c'est pas une discussion, même à la télé. Et ce qui te rappelle le Covid, c'est que dans les lieux fermés, donc les halls d'hôtel, des choses comme ça, bah, tu as des gens qui portent, les gens portent le masque, d'ailleurs sans rechiner, quoi. Mais c'est extrêmement, ça fait vraiment du bien. On oublierait presque en fait qu'il y a une crise sanitaire. Quand on discute avec les gens, bon ici il y a beaucoup de Français, mais quand tu es par exemple avec des Grecs, etc., eux systématiquement ils se font vacciner parce que pour eux c'est une question de survie au niveau santé, mais surtout survie économique, puisque sur l'île de Rhodes, si tu enlèves le tourisme, il n'y a plus rien, strictement rien, quoi. Ouais. Donc les gens ont conscience que certains même disent qu'ils sont chanceux, que nous Européens, nous sommes chanceux d'avoir des vaccins, et que beaucoup d'autres pays n'en ont pas, et ils redoutent plus une nouvelle vague qui provoquerait en fait un nouveau confinement ou une nouvelle cessation d'activité que les effets secondaires de n'importe quel autre vaccin. Et il est vrai aussi, et les chiffres sont là pour le dire très clairement, là où les gens sont vaccinés, il n'y a pas d'hospitalisation, quoi. Et la Grèce qui a été très dure, mon Karim, parce que j'y étais moi il y a quelques semaines, ils ont subi un confinement de 6 mois, et c'était pas le petit confinement, c'est-à-dire interdiction de sortir. Hein. Comment ? J'ai dit en Grèce, j'y suis allé, j'étais en Crète, mais bon c'est pareil, il y a pas longtemps, et ils me disaient là-bas que le confinement, eux, ils l'ont vécu pendant 6 mois, alors qu'il n'y avait pas trop de cas pour le coup en Grèce, mais ils ont quand même vécu un dur confinement de 6 mois. Avec une interdiction de sortir. Ça peut expliquer pourquoi peut-être c'est un petit peu plus léger pour eux maintenant aussi. Et puis il n'y a pas le même état d'esprit. C'est beaucoup moins individualiste. Les gens ont conscience qu'ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de se remettre en activité, ils ont besoin de relancer leurs affaires et de vivre tout simplement. Et que la condition, c'est le vaccin. Mais il n'y a même pas de débat là-dessus.
quoi. Ouais. Les gens n'en parlent même pas. Il fallait qu'ils demandent l'autorisation de l'État avant de sortir. Enfin, c'était tout un truc, hein, Rudy. Ouais. Franchement, voilà, 6 mois, t'imagines? Pendant 6 mois, il fallait ils avaient le droit que de sortir pour aller faire les courses une fois par semaine. Et il fallait qu'ils demandent d'autorisation. Donc on est quand même bien loin de ce qu'on a connu quand même en France. Rudy, tu la sens, toi, cette tension palpable quand même? Elle est là, elle est présente. Oui, moi je la sens. Il y a des manifestations à Paris. Je passe pas mal de temps à Paris là depuis quelques jours. Même au-delà des manifestations, j'ai l'impression que même dans les familles, dans les dîners de famille, ça devient tendu aussi, Rudy. Ouais, je sais pas, j'ai pas mes entrées dans les appartements comme dans la vidéo de campagne de Giscard à l'époque, mais non, on sent quand même. Mais après, tu vois, on sait culturellement la France est un pays qui peut être contestataire. Parce qu'il y a une identité propre en France, c'est sur la question de la liberté de conscience, la liberté des droits individuels, etc. Donc c'est plus par rapport à ça qu'effectivement il y a cette tension grandissante, et par rapport effectivement à la mesure qu'on va analyser dans quelques minutes, qui a été acceptée a priori par le Conseil constitutionnel, cette tension elle va continuer, elle va continuer à gronder. Parce que encore une fois le gouvernement n'a pas fait preuve, je trouve, de pédagogie dans sa façon de rentrer dans le sujet un petit peu tambour battant et trébuchant, faisant fi effectivement de la voix de la rue, de recommandations aussi de certains médecins, etc. Je trouve dommage qu'effectivement, même dans les médias de façon générale, ce soit plus souvent une voix qui s'exprime plutôt qu'une autre. Et en l'occurrence, il y a encore pas mal de personnes, j'ai vu les sondages tout à l'heure, qui sont opposées au passeport vaccinal étendu, c'est-à-dire en fait qui frisent avec l'obligation de se vacciner. Et on sait que au mois d'octobre prochain, la loi va à nouveau être votée avec une extension d'autant plus importante que le pass sanitaire, en tout cas le test PCR sera payant. Et ça, je trouve en fait qu'on fait comme si tout le monde était d'accord sur la question. Donc ça tient plutôt, je trouve, à la communication du gouvernement qui, je trouve. Et t'as vu le président s'agiter là depuis quelques jours sur Instagram, TikTok. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, je l'ai vu en petit t-shirt, petite tenue de maison, quand même dans les locaux de l'Élysée, parce que. On voit derrière effectivement le faste élyséen, ce qui me pose aucun problème bien évidemment, mais la posture effectivement qu'il a prise, en reprenant un petit peu les codes des influenceurs. Ouais. Outre le fait que de se poser la question si ça revient au rôle du président de se poser comme ça devant la nation de la sorte, il y a même dans le ton les questions auxquelles il a répondu, je l'ai trouvé un peu froid. Alors après c'est le jeu, faut être direct, etc. Mais je l'ai trouvé peut-être un petit peu froid. Est-ce que c'est son rôle finalement? Parce que là, franchement, il s'est à peu près pour un influenceur. Plus du coup, c'est pas son rôle, et on sent même de toute façon que la réception de ce rôle qu'il a joué n'a pas forcément eu un impact conséquent sur les personnes qui étaient opposées à la vaccination ou qui se posaient des questions sur la vaccination. Alors je t'interromps, mon Rudy, pardon, mais parce qu'on est avec Maître Maghrébi qui vient de lire intégralement, enfin presque en tout cas, ce qui vient d'être décidé par le Conseil constitutionnel. Maître Maghrébi, bonsoir. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Maître Maghrébi. Donc oui, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision en ce qui concerne la loi. Il l'a quasiment validée, hein. En tout cas il l'a quasiment considéré comme étant conforme à la Constitution dans quasiment la majorité des situations. Je suis assez ça s'entend peut-être à ma voix, déconcertée, déçue, choquée. Je n'ai pas vraiment de mots en fait, parce que là, il considère que la procédure d'adoption de cette loi est conforme à la Constitution, que le fait de limiter l'accès à certains lieux par la présentation d'un pass sanitaire est totalement conforme à la Constitution, dans la mesure où le pass sanitaire, c'est les trois hypothèses qu'on connaît tous aujourd'hui, à savoir justifier du statut vaccinal, avoir un certificat de rétablissement à la suite de la contamination Covid ou présenter un test PCR. Et ils ont quand même le culot d'écrire que le fait d'avoir ces éléments-là, ça ne constitue pas une obligation de vaccination. Je suis assez choquée en ce qui concerne le droit à la protection de la santé.
Là encore, on a quand même des lignes qui sont invraisemblables. Je pensais pas qu'un jour je lirais ça dans un état de droit. Je suis plus que choquée parce que, alors je vais vous dire, le législateur a entouré de plusieurs garanties l'application de ces mesures. S'agissant de leur application aux services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l'exigence de présentation d'un pass sanitaire aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu'à celles qui sont accueillies pour des soins programmés. Et donc, partant de là, pour lui, il n'y a pas du tout d'atteinte au droit à la protection de la santé. Ça veut dire, maître, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'ils ont validé le fait que pour se rendre dans un établissement de santé, il faudra présenter un pass sanitaire. C'est validé. C'est validé. La seule sauf pour l'urgence, c'est ça. Non, sauf pour les urgences. Sauf l'urgence. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ça dès le départ, ça posait pas de problème. Oui. Donc, et par contre, pour le contrat de travail, je pense que ça a été annulé. Par contre, ça. Alors non, ça n'a pas été annulé pour tout. Ça a été annulé pour les CDD et intérim. D'accord. Pour les CDD intérim, ça a été annulé. Par contre, pour les contrats à durée indéterminée, c'est considéré comme étant inconstitutionnel. Sinon, tout le reste est validé. Et ils ont invalidé l'isolement de 10 jours. Invalider l'isolement de 10 jours. Oui, ils considèrent que le fait d'exiger un isolement de 10 jours avec sanction pénale pour les personnes qui sont diagnostiquées positives au Covid, c'était une atteinte. Donc c'était une atteinte et donc là c'est invalidé. Ouais, je suis assez surpris quand même qu'on puisse valider. Alors, on va être très clair, l'élargissement du pass sanitaire, on y était préparé, c'était validé. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs dit que le pass sanitaire ne posait pas de problème. Par contre, sur deux points précis, que sont l'accès à un établissement de santé, c'est juste hallucinant de voir ça. C'est invraisemblable. Ouais, Karim, attends, je vais demander la réaction de Karim. Karim, franchement, je connais ta position. Voilà, je connais ta position, mais quand même, là. Alors, moi, je vais vous dire clairement, tout ce qui a été, d'abord, c'est pas une surprise. Moi, j'étais certain que la loi est validée, et je vous rappelle quand même que c'est le législateur élu par le peuple qui vote les lois. La deuxième chose, rien ne me choque, il y a des choses à dire parce qu'à un moment donné, on est en situation de guerre et il faut sortir de cette crise très grave. La seule chose qui m'interpelle, honnêtement, et je pense à la médecine ambulatoire, vous savez, ceux qui ont des... Ah, on a été coupé un petit peu avec Karim qui est en Grèce, on le rappelle, il est à Rhodes, voilà, en vacances, on va le retrouver très vite, voilà, vas-y. Je vois pas comment ces gens-là, donc pour l'ambulatoire, comment on peut refuser quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné. Alors je vois tout de suite leur réaction et la réponse qui va être faite, c'est de dire, vous savez, les gens qui ont une santé fragile ne font pas partie de ceux qui refusent la vaccination. Donc voilà, hormis ça, le reste... Mais il y a des personnes fragiles qui n'ont pas le droit d'être vaccinées. Karim, il y a un truc qui est important aussi à entendre, c'est qu'il y a des personnes fragiles qui n'ont pas le droit de se faire vacciner. Et ça, il n'y a rien de prévu pour eux. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Je veux dire, hormis cet aspect, je pense surtout à la médecine ambulatoire, là, j'imagine pas, honnêtement, que l'hôpital va refuser quelqu'un. Mais quand on regarde les chiffres, les soins programmés, c'est souvent pour des personnes qui sont soit en recherche de diagnostic, donc qui sont malades, soit des personnes qui ont des maladies chroniques. On est d'accord, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que les soins programmés, c'est pour ces gens-là, c'est pas pour les gens qui sont en bonne santé. Ouais, mais le Conseil constitutionnel valide l'accès à un hôpital par la présentation d'un pass sanitaire à des personnes qui sont déjà en mauvaise santé. Je trouve ça. C'est une obligation vaccinale déguisée, c'est tout. Ouais, c'est une obligation vaccinale déguisée. Faut dire les mots. Bien sûr. Vous savez, il y a quelque chose qui va accélérer la vaccination en France. Vous voulez que je vous le dise ou pas? Bah vas-y, dis-nous, parce qu'on est curieux là. Il y a un truc, il y a une annonce qui a été faite ce matin par Joe Biden qui a dit que les États-Unis allaient réouvrir l'accès à leur territoire aux gens vaccinés, aux Européens vaccinés. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont aller se faire vacciner pour pouvoir aller aux États-Unis. Ça va être. Ouais, mais après c'est pas le fond du problème, tu vois. Le fond du problème, c'est qu'on arrive en fait à une vaccination quasi obligatoire sans avoir eu de réel débat avec la population. Mais c'est ça le problème. Sur ce point-là, ils considèrent que la procédure d'adoption est totalement conforme à la Constitution, alors qu'on n'a pas eu il n'y a pas eu de débat. Rien n'a été respecté au niveau de l'adoption, mais ne serait-ce qu'au niveau de la rapidité dont ça a été fait.
Pour moi, je suis désolée, mais comme tu dis, hein, ça n'a pas été respecté. Donc certes, le Parlement est élu par le peuple, il est censé porter la voix du peuple, mais il y a ce qu'on appelle la nécessité de loyauté, et la loyauté n'a absolument pas été respectée. Cher Besma, tu sais, sur la loyauté du Parlement, on peut en rediscuter. Hein. Aujourd'hui, tous les députés s'accordent à dire que l'Assemblée nationale est devenue une caisse d'enregistrement, et t'as même des députés de la majorité qui démissionnent parce que ils sentent plus en fait l'utilité en fait du Parlement. Et je dis pas que ça sert à rien, mais je dis en fait qu'il y a une certaine une certaine infidéalité, pardon, passez-moi l'expression, à la gouvernance, enfin, ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et donc, du coup, on perd un peu ce truc-là. Mais moi, ce que je voulais ajouter, parce que, pardon, juste... Pas du tout respecté, c'est le gouvernement qui dicte au Parlement ce qu'il doit voter. Mais exactement, et dans ce gouvernement, on a eu un maximum de gouvernance par comment on appelle ça, par ordonnance. C'est quand même assez, c'est un record, quoi. Mais bon, bouge pas, Rudy, bougez pas, Besma. Dans un instant, vous allez nous dire ce qui va se passer maintenant, Maître Maghrebi. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il va y avoir des recours en pagaille? Qu'est-ce qui va se passer? Que va faire l'ordre des médecins qui s'est quand même positionné? On en reparle dans un instant, juste après la pause. On rappelle donc, l'ensemble a été validé par le Conseil constitutionnel à quelques petits détails près, mais vraiment l'ensemble de pass sanitaire a été validé. À tout de suite. C'est l'été sur France Maghreb 2. On est en direct sur Retour Radio France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Karim Alouache, Rudy Kazi et avec Maître Maghrebi, puisque vous le savez, ça y est, c'est tombé, la décision du Conseil constitutionnel. On n'a jamais attendu d'ailleurs avec autant d'impatience la décision du Conseil constitutionnel. On rappelle, Maître Maghrebi, rendu en plein été, rendu en plein été, effectivement, puisque nous on est le 5 août aujourd'hui, pour une entrée en fonction donc le 9 août, si je dis pas de bêtises. Alors, l'ensemble, on peut le dire, du pass sanitaire a été validé, y compris les choses quand même qui paraissent très choquantes. L'accès aux soins dans le milieu hospitalier, ça a été validé par les sages. Pour le coup, est-ce qu'ils ont fait preuve de sagesse? Je laisse le soin de répondre, Besma. Non, ils n'ont pas du tout fait preuve de sagesse. Bien au contraire, je trouve ça totalement inadmissible et scandaleux qu'on puisse valider une telle disposition. Et je vais même aller plus loin. Je trouve même que la justification du point 42 et juste un manque de respect pour toutes les personnes malades qui sont dans l'obligation de se rendre dans un établissement de santé parce qu'elles ont des soins programmés. Je trouve que c'est un manque de respect, mais plus que manifeste à l'égard de tous les malades. C'est inadmissible de pouvoir lire des choses pareilles de la part de personnes qui sont censées être les garants du respect des principes à valeur constitutionnelle. C'est inadmissible. Et la vaccination pour les enfants de plus de 12 ans, c'est validé aussi? C'est validé 12-17 ans. 12-17, à partir de quand? Et obligatoire, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors, c'est obligatoire à partir la loi est valable dès qu'elle est promulguée, à savoir le 9 août. Mais après, c'est pas. Mais alors, attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. C'est pas que la vaccination est obligatoire, en fait. C'est-à-dire, en fait, qu'ils incitent les jeunes, donc entre 12 et 17 ans, à se faire vacciner, et que si jamais il y a des clusters dans les classes ou ce genre de choses-là, l'école ne sera accessible que pour les enfants vaccinés. Donc c'est ça, Besma, ou pas? Non, alors, exiger la présentation d'un pass sanitaire, c'est exiger un vaccin. Mais attendez, parce que là, je comprends pas. Il y a le président de la République qui a dit encore il y a 2 jours, qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire de la maternelle à la faculté. Il se fout de nous, alors? Évidemment. Évidemment qu'il se fout de nous. Il l'a dit il y a 2 jours. Vous pouvez regarder. Il l'a dit il y a 2 jours, il n'y aura pas de passe sanitaire exigé dans les écoles françaises à la rentrée. Ouais, mais bon, toutes les fois, on a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. Au mois de janvier dernier, Jean Castex il avait proposé le projet de loi qui parlait déjà du passe sanitaire. On nous a dit qu'il n'y en aurait pas. Donc ça veut dire que tous les enfants de plus de 12 ans, on va les inciter, comme tu dis, Rudy, pardon, mais c'est plus qu'inciter, c'est-à-dire qu'on va les obliger, limite, à se faire vacciner s'ils veulent avoir la garantie d'avoir des cours à l'école, au cas de justement Je vais vous lire, c'est le point 47. Lis-nous. Le législateur a pu estimer en l'état des connaissances scientifiques dont il disposait que les mineurs de plus de 12 ans sont, comme les majeurs, vecteurs de la diffusion du virus et prévoit ainsi que l'obligation de présentation d'un pass sanitaire leur est applicable à compter du 30 septembre 2021. Voilà, c'est ça, à partir du 30 septembre. Donc c'est un truc de fou. Voilà, le président a dit le contraire il y a 2 jours. Dans l'obligation de présenter un pass sanitaire. C'est ça. Et en fait, le Sénat, tel qu'ils avaient présenté leur amendement de la loi, ils avaient dit en fait que pour les 12 à 17 ans, le pass sanitaire serait pas obligatoire jusqu'au 30 septembre. Ça veut dire qu'au-delà du 30 septembre, et ben voilà. Donc en fait, il joue sur les mots parce qu'il dit à la rentrée, il n'y aura pas de pass sanitaire, mais la rentrée le 30 septembre, on sera plus à la rentrée. C'est ça.
C'est même pas qu'il joue sur les mots, c'est, excusez-moi de dire ça comme ça, mais il nous prend pour des cons. Il y a un moment, il va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des abrutis. C'est quoi le pass sanitaire? C'est quoi un pass sanitaire? Déjà, faudrait peut-être expliquer ce que c'est à la base. Le pass sanitaire, c'est soit le test PCR, soit le justificatif de statut vaccinal, soit le certificat de rétablissement. C'est ça. C'est ça. On va pas forcer des gamins de 12 ans à faire des tests PCR toutes les 48 heures. C'est évident, et même pour les adultes. On va pas faire des tests PCR toutes les 48 heures. Alors, Karim, donc il y a une incitation forte à la vaccination. Pour vous donner un exemple. Oui, Karim. En Suède, vous êtes obligé de faire 2 tests par semaine si vous n'êtes pas vacciné. Et c'est comme ça depuis le mois d'avril. Oui, mais en fait, Karim, tu pourras nous citer tous les pays du monde. Je vois pas ça fait une sorte de jurisprudence à partir de laquelle la France doit se conformer à cette façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas pourquoi, en fait, on s'excite autant, parce que le Conseil constitutionnel, il a regardé la loi qui, je le rappelle, a été votée à l'Assemblée nationale par des députés de la majorité et beaucoup nombre d'autres députés, notamment LR et de gauche. Il a été voté au Sénat par la majorité LR, puisque la majorité au Sénat est chez les LR, donc il a été voté. Ces lois ont bien été votées par des représentants du peuple. Oui, mais ça t'aura pas échappé, Karim, qu'il y a un Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de la loi. Merci Christophe, ce que j'allais dire. Non mais attends, on peut évoquer les sondages par rapport laisse finir Karim, c'est important. Oui, mais après il faut un droit de réponse aussi. Et arrêtez avec les chiffres qui sont faux. Quels chiffres qui sont faux? Attends, bouge pas, parce qu'on a quelques petites coupures avec notre ami Karim. Pour le coup, c'est intéressant d'écouter parce que... Moi, j'aimerais bien savoir les sites qu'on a cités qui sont faux. Reste, c'est beaucoup d'inventions. Moi, je vous rappelle qu'une chose, il y a des gens qui sont élus au Sénat et à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Oui. Et ils ont mais ça, c'est des arguments d'autorité, Karim, je suis désolé. Attends. Non, mais... Attends, laisse-le finir, Rudy, c'est important. C'est dur déjà. C'est tout le monde, donc c'est toutes les classes politiques qui ont voté. Oui. C'est pas... et vous savez ce que je pense du gouvernement, vous savez ce que je pense de beaucoup de choses. Oui, mais Karim, t'oublies un détail. Mais j'aime bien être objectif. Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le débat, il est sur quoi? Le débat, il est sur le fait de dire que... Il est sur le droit, Karim, uniquement sur le droit. Exactement. Mais ils l'ont validé, ils l'ont fait avec le débat est sur le droit, dans le sens où on a une constitution il a été respecté et appliqué. Non, il n'a pas été respecté, Karim. Non. Et alors, c'est pas parce qu'il a validé que le droit a été respecté, Karim. Donc vous dites que le Conseil constitutionnel fait une faute et n'est pas compétent pour valider cette loi. Alors, Maître Maghrebi répond. Moi, je le dis, je le redis et je l'affirme haut et fort que la position du Conseil constitutionnel est contraire, ne serait-ce que déjà, à la base, au droit européen. Parce que on est quand même dans un système européen où le droit national doit respecter les règles européennes. Et que les règles européennes sur ce point-là sont extrêmement claires. Le Conseil de l'Europe a pris une décision, il y a au mois de juin, dans laquelle elle affirme que le vaccin ne doit pas être obligatoire. Et qu'il ne faut pas contraindre les gens à se faire vacciner et qu'il faut préserver leur liberté de choix. C'est la position de l'Europe. Donc quand on a un État national qui est censé se soumettre au droit européen et qu'il ne respecte pas le droit européen, on vient les règles de droit européennes. Et on ne peut pas dire que la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel aujourd'hui est conforme au droit européen, c'est pas possible. Non mais regarde, moi tu sais, Besma, pour aller dans ton sens et Karim, pardonne-moi, mais tu vois, et à un moment donné, on peut pas dire que parce que ce sont des gens élus par la population, que ça veut dire en fait que du coup en fait ils sont infaillibles. Ils sont faillibles, pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui est extrêmement politique dans les positions que peuvent prendre. Laisse-moi terminer s'il te plaît, dans les positions que peuvent prendre soit les députés, soit même les sénateurs. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que objectif, de toute façon, toi, tu peux pas être contre la vaccination parce que bon, voilà, t'es quand même plutôt proche aussi de la sensibilité du gouvernement. Donc moi, c'est ce que je dénonce au milieu de tout ça. Non, mais après, c'est mon point de vue. Oui. Après, c'est pas grave. C'est pas grave, Karim. T'es pas d'accord, mais c'est juste un point de vue comme ça. C'est pas un problème. C'est pas. Ok, c'est pas grave. Tu pourras t'expliquer, Karim. Tu pourras répondre. T'inquiète. Pas de souci. Mais bon, non, mais je veux dire, t'es quand même. Mais c'est pas une insulte. Bah attends, mais ok, bon, d'accord. Je termine juste là-dessus. Donc moi, ce qui me pose problème, c'est la capacité, en fait, la dimension qui est extrêmement politique là-dessus. Parce que le gouvernement a dit que c'était bon, il fallait le faire. Parce que les députés ont voté largement, il fallait le faire.
Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu vois que c'est bien d'avoir respecté cette partie-là, mais quand tu vois, oui, mais tout ça c'est des arguments d'autorité qui ne valent strictement rien. Je veux dire ici, je ne suis pas un séparatiste, je suis pas de cette veine-là. Donc ce que tu dis, ça n'a aucune valeur d'importance, franchement. Et de ta part, c'est un petit peu ridicule, tu vois. Mais quand tu vois en fait que les députés, quand tu vois que les députés sont capables de prendre ce type de position-là et qu'on voit bien dans la loi qu'il y a des choses qui ne respectent pas forcément le droit individuel, tu te dis que de l'autre côté, il y a aussi la rue qui pousse et qu'on ne tient pas compte de la rue. Même quand tu regardes les sondages, et c'est pas mes sondages à moi je suis pas un institut de sondeur, quand tu vois qu'il y a la majorité qui soutient le pass vaccinal n'est pas écrasante, quand tu vois que dans la rue, il y a des gens qui se prononcent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de sonder la population au travers d'un référendum? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de tenir compte de l'avis de la rue, à la différence de députés qui sont déjà dans le fait majoritaire? C'est pas la rue qui gouverne, et pourtant, on dit que c'est pas la rue qui gouverne, mais pourtant la rue est représentative du peuple qui lui élit des personnes qui sont censées le représenter et qui prennent des décisions souvent qui sont à l'inverse de ceux pour quoi on les a élus. Je rappelle que En Marche a fait énormément de déçus par rapport à la présidence 2017 et qu'ils ont perdu. Mais non, on se trompe pas de débat. Le débat, il est pas là. Mais non, sur le droit, uniquement le droit. Mais oui, mais le droit, c'est ce qui pousse des personnes à évaluer ce que le gouvernement prend comme décision. Tu vois, ici le droit est battu en brèche. Les personnes qui votent comme toi et moi peuvent être déçues de cette action. Oui, j'ai bien compris. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est on va laisser Karim répondre avant que Besmar reprenne la parole. Est-ce que le système politique est vraiment représentatif de la volonté du peuple? Pour moi, il n'est pas là le débat aujourd'hui, Rudy. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le débat, il est uniquement au niveau du droit. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison en disant que le Sénat, l'Assemblée nationale, effectivement, élu du peuple, etc., etc. Sauf qu'il y a un Conseil constitutionnel qui est censé normalement faire respecter la constitutionnalité. Mais le Conseil constitutionnel est politisé, et la loi. Et il y a un conflit d'intérêt. Tu as raison avec Laurent Fabius et son fils. C'est vrai. Évidemment. Et pourquoi ça on n'en parle pas? Après, si on le dit. Après, c'est possiblement un conflit d'intérêt parce que mais pourquoi c'est pas possiblement. Il est directeur d'une société qui dirige la stratégie vaccinale en France. Et voilà. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et après, quand on parle, on va commencer à dire qu'il y a du complotisme derrière. À un moment donné, il faut arrêter parce que ce qui est aussi dommageable dans ce gouvernement, c'est qu'ils ont tendance aussi à avoir une communication qui a tendance à culpabiliser les personnes parce qu'elles sont contre le passeport vaccinal. Et c'est exactement ce que tu fais, Karim. Quand tu dis oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est contre ceci ou cela. Oui, tu vas répondre, mon Karim, t'inquiète pas. Tiens, Karim, réponds. Allez, Karim Anouache. Alors, tout d'abord, je vais démentir ce que tu viens de dire. Je ne suis pas proche du gouvernement. Puisque moi, j'ai pas dit que tu étais proche du gouvernement. Non. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu étais proche des idées du gouvernement. Non. Bah oui, mais si tu te trompes dans le. Bah non, mais s'il se trompe sur ce que je dis, à un moment donné, faut être factuel. Alors, moi, j'ai eu le courage de rédiger une tribune où j'ai dénoncé avec une dizaine de personnes. C'était dans une tribune où on a dénoncé les pratiques de la République en marche et toute la gestion et tout ce qui est fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Tu peux pas dire que je suis pas neutre. Je suis extrêmement neutre. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation complexe et difficile et que je ne comprends même pas que le vaccin qui existe et qui fait ses preuves et qui évite l'engorgement des hôpitaux et qui permet à ceux qui ont des pathologies autres que le Covid d'arrêter de mourir, de pouvoir se faire soigner et de vivre normalement et de retrouver une vie normale, je comprends même pas que ça fasse débat. Mais c'est pas normal que tu comprennes pas que ça fasse débat. Les gens ont le droit d'avoir leur avis. Laisse terminer. La deuxième chose, vous remettez tout en question. Je sais plus si tu es élu ou pas. Tu disais que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Le conseil municipal est une chambre d'enregistrement, l'assemblée régionale est une chambre d'enregistrement et l'assemblée départementale est une chambre d'enregistrement. Et il y a que ça n'a strictement rien à voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'un conseil municipal a une action. Oui, mais d'accord, tu me dis un truc, faut bien que je te réponde. Si un conseil municipal a une action directe sur la vie de leurs administrés, tandis que l'Assemblée nationale vote des lois qui en majorité viennent du gouvernement. Donc c'est pas moi qui le dis, ce sont des députés qui le disent. Donc, tu vois, ta démonstration, elle tombe à l'eau. Je suis désolé, Karim. Non, elle tombe pas. Je te le dis, elle tombe à l'eau. Tu compares l'Assemblée et le Conseil. Ne parlez pas en même temps, ça devient incompréhensible. Mais tu compares l'Assemblée nationale et un Conseil municipal. Laisse-le finir. C'est pénible. Quand tu parles, je te laisse parler, et quand je parle, tu me coupes toutes les. Mais oui, mais parce que tu mens à chaque phrase.
Tue-moi à chaque phrase. Donc tu crois que je vais attendre 22 heures pour te répondre? Vas-y, laisse-le finir, s'il te plaît. Mais ce qui est insupportable, c'est laisse-le que tu finir, Rudy, 5 minutes. On peut pas la ramener, c'est chiant, franchement. Moi, je n'aime pas l'injustice, tu vois. Moi, je te dis une chose, je n'aime pas l'injustice. Moi, je n'aime pas l'injustice, tu vois. Tu fais des comparaisons qui n'ont ni queue ni tête. Conseil municipal et l'Assemblée nationale. Bon, arrêtez de parler en même temps, ça devient relou, là, franchement. Je reprendrai la parole. Vas-y. Bah, puisque c'est comme ça, je donne la parole à Maître Maghrebi. Voilà. Alors moi j'ai cru entendre que Karim avait dit que il comprenait même pas ce débat dans la mesure où on avait un vaccin qui avait fait ses preuves, que c'est un vaccin qui permet d'arrêter de mourir et qui permet de retrouver une vie normale. Laisse la répondre. C'est ce qu'il a dit. Je ne fais que reprendre texto ce qu'il vient de dire. Je suis absolument pas d'accord avec lui parce que on est face à un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. Et c'est un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. Pour quelle raison? Je vais m'expliquer. C'est un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. Scientifique. Tu n'as aucun chiffre pour le dire. Alors attends, Karim, par contre, attends, là je t'arrête direct. Quand tu dis qu'elle n'a aucune compétence scientifique. Quand tu dis qu'elle n'a aucune compétence scientifique, juste baisse pas, tu vas juste rappeler parce que malheureusement il faut qu'on en arrive là. Tes compétences, je pense que tu en as en la matière. Et vas-y. Absolument. Alors moi, sur ce point-là, c'est pour cette raison que je me permets de me positionner. J'ai, dans mon cursus, effectué le seul master professionnel en droit des produits de santé de l'Université de Paris 5, où j'ai fait mes cours, où j'ai appris le droit de la santé, c'est-à-dire le droit du médicament avec des médecins, avec des pharmaciens et dans les facs de pharmacie. Et on m'a appris quelque chose durant mes études que j'ai pu, parce qu'à la base, en fait, moi, je suis formée pour travailler dans les labos pharmaceutiques. À la base, c'est ça ma formation. C'est que j'ai une formation pour bosser dans les labos et encadrer un petit peu les règles de droit. Je vais juste expliquer quelque chose. C'est que pour considérer qu'un médicament est un produit de santé qui remplit les conditions de sécurité, mais les conditions de sécurité nécessaires à la personne qui va le prendre. Donc, pour qu'il puisse être commercialisé en remplissant les conditions de sécurité. On va avoir deux contrôles. On a un contrôle sur sa fabrication et un contrôle sur sa délivrance. Et on a mis en place un garde-fou. Le garde-fou, c'est qui? C'est l'agence du médicament. L'agence du médicament, elle a quoi comme mission? Cette agence du médicament, et on s'est battu pour qu'elle soit mise en place parce qu'elle est apparue dans les années 50. Elle est censée délivrer une autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, elle signifie quoi? Elle signifie que le médicament qu'on va commercialiser, le produit de santé qu'on va commercialiser, c'est-à-dire qu'on va vendre aux gens, il remplit le niveau de sécurité minimum requis. Ce niveau de sécurité, c'est quoi? C'est qu'il a répondu à toutes les phases d'essai qu'il est censé remplir. Et là, les phases d'essai, il y en a 3. 1, 2, 3 sur l'animal, un petit peu sur l'homme et après sur beaucoup d'hommes. La phase 3 n'a pas été faite. Elle n'est pas terminée, la phase 3. On a une autorisation de mise sur le marché. C'est nous la phase 3. C'est nous la phase 3. Laissez-moi terminer. On a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est face à un produit qui n'est pas un produit fini. Un produit qui n'est pas fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les données scientifiques court terme. On n'a absolument pas les données scientifiques à long terme. Et ça, je ne l'invente pas. J'ai pas besoin d'aller savoir combien il y a eu de morts hier et combien il y en aura demain pour comprendre que déjà, juridiquement, on a un problème. Je sais qu'une autorisation de mise sur le marché standard est délivrée après entre 7 et 12 ans de recherche quand on a les données long terme. Or là, on n'a pas les données long terme. Mais comme on est face à une situation d'urgence, on est face à une situation d'urgence sanitaire, et ça c'est incontestable et personne ne pourra dire le contraire, on a donné une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ça signifie quoi? Ça signifie que les industries pharmaceutiques sont dans l'obligation de faire renouveler leur demande d'autorisation tous les ans. Et que cette demande d'autorisation qui est renouvelée tous les ans, elle se fait à la condition de produire des données statistiques, des chiffres, les effets indésirables. Et on a une appréciation qui est faite au fur et à mesure tous les ans. Et que si on considère, par exemple dans un mois, que le risque est supérieur au bénéfice, ce médicament, ce produit de santé, cette molécule toxique va être suspendue ou arrêtée. C'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Au niveau européen, on nous a dit on peut rendre un vaccin obligatoire sous 2 conditions. La première condition, c'est qu'on connaisse parfaitement bien la maladie. On n'a pas suffisamment pas de recul
sur la maladie pour pouvoir affirmer de manière catégorique aujourd'hui, et aucun scientifique ne le fera, pour dire qu'on a aujourd'hui une maladie qu'on connaît parfaitement. Donc déjà, la première condition européenne n'est pas remplie pour rendre le vaccin obligatoire. La deuxième condition qui est posée au niveau européen, je dis bien au niveau européen, c'est-à-dire la loi française est soumise au droit européen, c'est qu'on ait suffisamment de recul et de connaissances sur le médicament, c'est-à-dire sur le vaccin, et donc on ait un vaccin qui soit sûr. On ne peut pas dire aujourd'hui, juridiquement, et quand on a un minimum de bon sens, que la sécurité du patient est garantie quand on n'a absolument pas les données long terme et qu'on est face à une AMM conditionnelle et pas face à une AMM standard. Le jour où j'aurai une AMM standard, avec suffisamment de recul, bien évidemment qu'on pourra dire que la sécurité est garantie, et bien évidemment que là, on pourra étudier pour rendre le vaccin obligatoire. Et je vais apporter encore une précision. Lorsque les recherches ont été faites, lorsque toutes les recherches qui ont été faites à la base, et lorsque l'autorisation de mise sur le marché a été accordée de manière conditionnelle, et c'est le discours qui avait été tenu par les politiques dès le départ, c'était pour les personnes vulnérables. À la base, c'était pour les personnes vulnérables, Exactement. les personnes âgées et les personnes vulnérables. Merci. Donc les recherches cliniques qu'on a et dont on dispose aujourd'hui, et même les études précliniques qui ont été faites, elles ont été faites pour les personnes vulnérables. Et c'est inédit de voir que des études qui ont été faites, des études précliniques et des études cliniques qui ont été faites à la base pour pouvoir permettre aux personnes vulnérables de bénéficier d'un vaccin, soient aujourd'hui étendues à des professionnels de santé qui sont en bonne santé et sur des enfants de 12 ans qui sont en bonne santé. Ça m'est historique. Alors franchement, que ça m'énerve. Normalement, Qu'est-ce que je peux dire on est dans l'obligation de garantir. C'est obligatoire. Non, mais est-ce que vous voyez le cas de conscience de dire que tu as un enfant et que tu vas lui faire vacciner par un vaccin dont tu connais pas en fait la portée? Moi, j'ai des enfants. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème et j'ai le droit à un moment donné. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ah, on a aujourd'hui, au niveau juridique, et ça, c'est depuis la loi du 11 septembre 1941, qui a été modifiée à plusieurs reprises, on a aujourd'hui des conditions de rigueur scientifique et un absolu respect du droit de l'individu qui doit être garanti. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et on a même une directive européenne qui est arrivée en 75 qui dit qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut qu'on ait un recul suffisant pour cerner les effets indésirables et pouvoir venir demain porter atteinte aux droits de l'individu, préserver l'intérêt collectif. Je suis bien d'accord. On est face à une crise sanitaire, mais on n'a pas le droit de venir porter atteinte aux droits des individus en mettant leur santé en danger. Des personnes qui n'ont pas de pathologie, qui ne sont pas des personnes vulnérables, venir leur injecter un vaccin dont on n'a pas encore des enfants, c'est une mise en danger. Et je rappellerai juste l'histoire, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les années 50, quand il y a déjà eu un scandale comme ça dans les années 50 par rapport à un médicament. Et les gens se sont révoltés. C'est les médias qui se sont révoltés et qui ont dit attention, le vaccin est un produit dangereux. Attention, ça avait même fait la une des journaux où ils écrivaient. D'ailleurs, je crois que c'était un magazine qui s'appelait Science et Vie, où ils avaient carrément mis en couverture alerte aux médicaments. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'était les politiques. Mais le politique n'a rien à faire là-dedans. On est dans une relation entre scientifiques, entre malades, entre médecins. Mais là, on y est dans la politique, Besma. Mais oui, alors que ça ne devrait pas. Normalement, la politique n'a absolument pas sa place dans un problème comme celui-là. On doit laisser une liberté aux professionnels de santé de décider si oui ou non on vaccine. Et si oui ou non, la personne, le patient qu'il a en face de lui, on peut se permettre de prendre le risque de lui injecter un produit toxique dont on ne connaît pas encore tous les effets. Donc venir dire aujourd'hui que c'est pas un problème de droit, c'est faux. Venir dire aujourd'hui qu'on a un produit qui a un niveau de sécurité et de garantie suffisant pour préserver la santé de l'individu, c'est faux. Oh, je suis désolée, on est normalement dans une recherche de qualité de l'acte pharmaceutique qui est absolument pas le cas. Et on peut pas nous dire qu'on comprend pas pourquoi est-ce que les gens ont peur ou qui s'excitent. Mais forcément que ça prend au trip. Comment est-ce qu'on peut réagir de quelle façon on peut réagir d'autre? Je vais juste rappeler quelque chose qui est quand même assez ironique. On est quand même au niveau de l'histoire, juste au niveau de l'histoire, quand on regarde l'histoire du médicament en tant que tel, on est dans une situation qui est ironique. On est dans une république, on est dans une démocratie où on a un président qui prend la parole et qui annonce à tout le monde qu'il va imposer une vaccination qui fait peur aux gens, alors que normalement on est censé être dans l'éducation thérapeutique. Ça aussi, c'était une notion pour laquelle on s'est battu, qui a été votée par la loi du 4 mars 2002, et ça, ils l'ont complètement oublié, que normalement, en expliquant aux gens et en essayant de faire en sorte qu'ils aient confiance
ils accepteront la vaccination, ils accepteront de se soumettre et à appliquer ce pass sanitaire si on leur explique que les Français sont pas idiots. Eh bien, dites-vous bien que dans cette démocratie, cette 5e République dans laquelle on est en train de porter atteinte à un droit qui est né à la base, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui est né à la base dans l'usage du médicament, la sécurité de l'usage du médicament, elle vient de 1777, à l'époque où Louis XVI était au pouvoir, et lui, Louis XVI, donc on tournait dans une royauté, on était encore dans une royauté, lui avait eu la clairvoyance de se dire, attention, le médicament, c'est pas un produit comme les autres, il faut faire attention, on peut pas faire n'importe quoi, donc on va laisser aux scientifiques, et il a créé le collège de pharmacie. C'est lui qui a créé ce collège-là pour décider si oui ou non on délivre pas, comment on délivre. Donc, c'est la royauté qui a instauré la sécurité là où la République est venue la détruire. Bon, bah Maître Maghrebi, vous avez fait une belle plaidoirie, je dois le dire. En tout cas, il y a des recours qui vont s'engager là. Hein. Est-ce qu'on peut répondre ou pas bien sûr, Karim, réponds, parce que là pour le coup, voilà. Oui. Alors moi je vais être cash. Vous n'avez aucune compétence scientifique et vous nous l'avez démontré et redit. Vous êtes une juriste et c'est très bien. Vous n'êtes pas apte à juger de la qualité et de l'efficacité du médicament. Moi, je me base sur une seule chose, c'est les chiffres. Les chiffres des médecins et des réanimateurs et des hôpitaux. 85% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Point à la ligne. Mais est-ce que les chiffres, ça fait une compétence médicale? Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Attends, laisse terminer Karim, baisse pas. Je ne suis pas intervenu, vous ne m'avez pas du tout convaincu, bien au contraire, et vous n'avez fait que noyer le poisson. Que vous n'ayez pas envie de vous faire vacciner, ça vous regarde, ça se trouve même vous êtes vacciné, je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de cette crise. Parce que tout ce que vous avez dit, vous oubliez une chose essentielle, c'est le contexte. Et le contexte aujourd'hui, il est très spécifique. Il est une crise sanitaire mondiale dont on doit se sortir le plus rapidement possible. Sinon, il y aura une deuxième crise et il y aura des milliers de morts. Aujourd'hui, il y a presque 2 milliards de personnes vaccinées. Et les 2 milliards, ça a montré son efficacité. La deuxième chose, oui, il y a différentes étapes, sauf que cette fois-ci, le monde entier s'est mis à chercher en même temps et les étapes ont été traitées en parallèle. Habituellement, on attend que l'étape 1 soit validée et reconnue pour lancer l'étape 2. Là, on les a fait en parallèle. La troisième chose, moi, il n'y a qu'une chose qui me pose problème, et je rejoins Rudy sur ce point-là, même si on n'est pas d'accord sur de nombreuses choses, c'est la notion des enfants de 12 ans. Là, je suis pas confortable. Sur le reste, vous parlez du personnel soignant. Ben moi, je vais vous dire une chose. Et là, c'est pas de la responsabilité juridique, c'est de la responsabilité morale. Moi, j'ai un proche qui est décédé. Pourquoi? Parce que Greffé Durel est allé à l'hôpital pour faire son contrôle. On lui a dit, ça fait 2 ans que tu n'es pas à l'hôpital, tu vas faire ton contrôle. Et l'hôpital lui a donné toutes les garanties sanitaires pour pas attraper le Covid. Et vous savez, il est mort. Il est mort de quoi? Du Covid. Et par qui il l'a attrapé? Par une aide-soignante et une infirmière qui avait refusé de se faire vacciner. Et aujourd'hui, ma famille est en procès contre ces gens-là et contre l'hôpital. Et ils ont bien raison et j'espère que ces gens-là seront condamnés. Alors vous voyez, vous êtes au courant que le fait d'être vacciné n'empêche pas de transmettre. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler pendant 20 minutes. Maintenant, vous allez aussi apprendre. 20 minutes, on est un peu dans l'exagération là. Non, mais après, on peut se prendre la tête tous les trois par rapport à ça. Moi, qui ont pris des mesures strictes, ont réussi. Et on va réussir comme ça. Alors, c'est votre droit de ne pas vouloir vous vacciner, et ça vous regarde. Elle n'a pas parlé de vacciner, Karim. Elle n'a pas parlé de vouloir se vacciner. Elle explique. C'est surtout que répondre à l'argument d'absence de connaissances juridiques démontrées, c'est très simple. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques pour savoir qu'on a un problème. Moi, j'aimerais vous poser une question, les amis. Mais vous savez, qu'est-ce qui arrive? Mais vous savez, c'est très simple en fait. Comment est-ce qu'on peut savoir que les connaissances scientifiques sont suffisantes? Comment est-ce qu'on sait qu'on a les connaissances scientifiques suffisantes? Comment on le sait? Non mais répondez-moi à cette question. Répondez-moi à cette question. Comment on sait qu'on a les connaissances scientifiques suffisantes sans être un scientifique? Comment on le sait? Écoutez, répondez à cette question. Comment on le sait? On ne pourra pas faire de débat et ça. Mais bon, franchement, alors, à un moment donné, il y a personne qui est scientifique autour de la table. Donc, cette émission, elle sert à quoi? Elle sert à quoi cette émission? On est là pour débattre de certaines choses. Est-ce que je peux savoir? Répondez-moi. Non mais parce qu'on parle de connaissances scientifiques. Au jour le jour dans les hôpitaux. Alors, bougez pas. Stop, tout le monde d'accord. Allez, pub les enfants, et puis on a notre invité qui attend impatiemment. Moi, je peux pas répondre.
Le LGF sur France Maghreb 2 et en débat, et pardon à Jamel, franchement Jamel ne bouge pas, on va te prendre dans un instant, c'est promis. Juste on termine là-dessus parce que c'est très important. Je vais vous donner la parole et s'il vous plaît, écoutez-vous, c'est important parce que sinon c'est insupportable. Écoutez-vous, c'est voilà, Rudy Kazi, Karim Alouache. En plus on est dans des conditions un peu techniques particulières, Karim est à l'étranger, Besma par téléphone aussi et puis Rudy en plateau. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est important pour l'auditeur que chacun puisse s'exprimer en toute tranquillité. Et ce que je crains en fait malheureusement pour demain, vous en avez fait la démonstration parfaite, c'est-à-dire que il y a des oppositions qui vont se faire, des déchirures dans les dîners de famille, moi que j'ai assisté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde parle sans avoir forcément la connaissance de beaucoup de choses. Tout le monde parle avec beaucoup trop de certitude, et c'est un petit peu le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le gouvernement est en train de nous vendre quelque chose dont il paraît sûr, sauf que aujourd'hui, tous les scientifiques te disent on n'a pas de recul. Moi, je l'ai entendu de la bouche de médecins qui m'ont dit. Ok, il y a 1 milliard de personnes qui ont été vaccinées. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'a aucun recul sur les effets qu'il y aura dans 2, 3, 4, 5 ans. Sur des maladies auto-immunes qui vont apparaître. On ne sait pas, parce que Maître Maghribi l'a expliqué. Justement, c'est que le processus justement de commercialisation du médicament, parce que c'en est un, n'a pas été jusqu'à son terme, et on peut le comprendre pourquoi, parce qu'il y a urgence. Alors, juste Besma Maghribi, pour terminer là-dessus, on rappelle donc que le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du pass sanitaire, c'est ce qu'il faut retenir, à l'exception du contrat déterminé pour les licenciements et les intérims. Sinon, l'accès aux soins, c'est validé, ce qui paraît d'ailleurs hallucinant. La vaccination obligatoire, on peut le dire, pour les enfants de plus de 12 ans, à partir du 30 septembre, c'est validé. Voilà, tout ça, c'est validé. Donc le Conseil constitutionnel, pour le coup, chargé de vérifier, si je dis pas de bêtises, Besma, la constitutionnalité, le droit, faire valoir le droit par rapport à une loi. Et le Conseil a eu à plusieurs reprises, d'ailleurs, à retoquer des lois qui ont été présentées et votées par le Parlement. C'est pour dire quand même qu'il est censé vérifier la constitutionnalité des choses. Là, pour le coup, on le rappelle, il y a un conflit d'intérêts entre Fabius et son fils. Bon, je sais pas si ça entre en jeu, je veux pas être tombé là-dedans, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des recours de lancer, Besma, c'est sûr et certain. Vous êtes pas seul, vous êtes accompagné de 240 avocats, vous êtes accompagné d'un bâtonnier, vous êtes accompagné aussi d'un communiqué de l'ordre des médecins. Là, pour le coup, il y a quand même mobilisation pour le coup, et il va y avoir des recours en pagaille. C'est ce à quoi on va assister, Besma. Oui, ça c'est certain. C'est certain que là, les recours, on va les faire, mais j'ai vraiment, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie j'aimerais bien que Karim réponde à ma question. Comment est-ce qu'on sait qu'on a le niveau de connaissance scientifique suffisant par rapport à un médicament? Parce qu'il dit qu'on n'a pas que c'est mentir que de dire qu'on n'a pas les connaissances scientifiques suffisantes. Comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint le niveau de connaissance scientifique suffisante? Karim, question posée, réponse. Si je peux répondre très rapidement et simplement. Aujourd'hui, moi, je ne remets pas en question, j'ai pas la compétence scientifique pour juger un médicament. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des biologistes, il y a des épidémiologues, il y a voilà, tous ces gens-là, tout ce corps médical. Oui. Mais comment ça se matérialise? C'est ça ma question. Tout simplement. Et quand ces gens-là me disent il faut se faire vacciner, j'hésite pas, je vais me faire vacciner. Et c'est tout. Voilà. Non, mais comment ça se matérialise? C'est ça ma question. Comment ça se matérialise? Comment ça se matérialise? Quand on fait conduire, on a un permis de conduire, si je peux me permettre de reprendre l'exemple. Là, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par leur diplôme, par leur formation, par leur exercice de la Quand médecine dans les hôpitaux, on a le niveau de connaissance dans les scientifique laboratoires, dans la suffisant. recherche, voilà. Ça se matérialise comme ça. Et quand ces gens-là me disent on met un vaccin sur le marché parce qu'il va vous sauver la vie, j'y vais, j'hésite pas une seconde, c'est tout. Alors Besma, dernier mot. Alors, je vais répondre, c'est très simple. Parce que pour savoir si on a le niveau de connaissance scientifique suffisant par rapport à un médicament, on se connecte sur le site de l'ANSM et on regarde quelle est l'autorisation de mise sur le marché qu'elle a. C'est quoi la MSM? C'est l'agence du médicament. Si on a une autorisation temporaire d'utilisation, on sait que c'est pas terminé. Si on a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ce n'est pas terminé. Si on a une autorisation de mise sur le marché standard, alors là, on peut considérer que les connaissances scientifiques sont suffisantes. En l'espèce, nous avons une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. C'est sur le site de l'Agence du médicament qui a été créée par la loi du 4 janvier 1993, qui est là en tant que police sanitaire. Donc si elle le dit, c'est pas moi qui le dis,
Si elle le dit, c'est peut-être qu'on peut la croire. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup, Maître Maghrébi. En tout cas, on se tiendra au courant pour la suite, évidemment, et peut-être des recours qui vont être intentés dans les quelques jours à venir. Là, je pense que là, ça va être chaud. Il va y avoir des courriers qui vont partir de partout. Merci beaucoup, Maître, en tout cas, d'être venu. Juste un dernier mot. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dernier mot, quoi? Vaccinez-vous. 2, oui, ça me dérange dans cette loi. L'interdiction, pour moi, tout le monde doit avoir droit à l'accès à la santé, quoi qu'il arrive, et je pense surtout à la médecine ambulatoire, qui, on l'oublie, mais a pris très cher dans la crise du Covid. Il y a beaucoup de gens qui ne se soignent plus depuis un an, et ça c'est un vrai scandale. Et 3, et là, Rudy, je te rejoins, et je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, si je veux faire de la politique, c'est pour faire autrement. Et cette crise a révélé une chose, c'est que notre système, nos politiques en France sont d'une médiocrité lamentable. Bref, et 3, le deuxième point qui me pose problème aujourd'hui, et pourtant vous connaissez, moi je suis favorable au vaccin, etc. J'ai une fille de 12 ans, elle vient d'avoir 12 ans, Rudy, et moi la question se pose, et on en parle avec sa maman, et c'est vrai que sur ce plan-là, je ne suis pas du tout confortable. Bon, et ben voilà, c'est sur cet accord-là qu'on va se quitter. En tout cas, Maître Maghrébi, merci. Voilà, comme quoi tout est possible. Bon, merci ma maître. Bon après-midi, Maître. À très bientôt, Maître. Voilà. Bon, alors est-ce que Jamel est là? Attends, bouge pas. Hop, Jamel. Il est où, Jamel? Jamel Zekri, est-ce qu'il est avec nous? Bon, faut que je le recontacte parce que le pauvre, c'est vrai que je l'ai fait un peu galérer là pour le coup, parce que le débat a pris beaucoup de place. Je vais le prendre. Non mais Rudy, très rapidement sur ce sujet avant qu'on passe à autre chose. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Bon, des fois, ça fut un peu dur de vous écouter parce que vous parliez tous en même temps. Mais moi, ce qui me chagrine en tout ça, c'est vraiment c'est cette opposition, cette radicalisation. Je vais employer le terme de manière sciemment. Cette radicalisation qui s'opère entre les gens et voilà, ça occasionne des conflits. Bien sûr. Aujourd'hui, et je pense qu'on est en train de tomber dans un piège qui nous est tendu. Mais j'ai jamais Il faut juste retrouver un peu de raison. Attends, je pose la question à Rudy. Tu pourras répondre, mon Karim. Vas-y, Rudy. Ouais, non, mais on n'a jamais vu ça. Franchement, j'ai l'impression qu'on risque beaucoup trop par rapport à une Covid-19, certes, qui tue, mais encore une fois, 0,05% de la population. Alors, ça ne veut pas dire que les morts, on s'en fiche totalement, mais voilà, faut évaluer effectivement la politique qui est mise en place par rapport aux mesures, les mesures prises par rapport au risque de la maladie. Je trouve que le risque pris effectivement pour risquer effectivement de voir notre population se désagréger ou se monter l'une contre l'autre avec déjà ce qu'on a eu récemment, les gilets jaunes, etc. Je trouve que le risque est quand même trop grand, quoi. Une crise sanitaire, déjà, c'est important avec tout ce qui a été pris comme mesures, confinement, etc. Et ça met à mal le tissu social. On a vu qu'on a dépassé les 10 millions de pauvres, etc. Mais là, ramener le pass sanitaire qui divise quand même beaucoup les Français. Je rappelle qu'il y a 39% de Français qui sont opposés au pass sanitaire. Ça fait pas la majorité, mais ça fait quand même un certain nombre qui peut effectivement, une partie importante qui peut créer de l'opposition, et même de la division. Comme tu le disais. Donc, dans le calendrier actuel, donc rentrée, plus ensuite jusqu'aux élections présidentielles, on va arriver comment? La France va sortir comment de tout ça? Ça fait flipper. Et l'enjeu des présidentielles par rapport à la crise sanitaire qui va être le juge de paix d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça va créer comme climat social en France? C'est pas des questions que les gens se posent, ça, franchement? Karim, réponse rapidement avant qu'on accueille notre invité, Jamel Zekri. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que, comme tu l'as dit, il y a vraiment un clivage, mais il y a aussi une forme d'égoïsme. Moi, j'ai jamais vu le peuple français aussi égoïste. Chacun pense à sa paroisse. Moi, mon axe, c'est le vaccin. Oui, vaccin. Après, le reste, c'est est-ce qu'on se met dans une situation de reconfiner, d'avoir une 5e vague, une 6e vague, ou est-ce qu'on essaie d'en sortir durablement? Je ne sais pas si vous avez vu l'Australie, qui avait pris des mesures de fou, reconfine la moitié de la population là, dans la région de Melbourne, dans l'état de Victoria, parce que il y a une reprise du variant Delta qui est apparemment extrêmement virulent et qui touche les jeunes. Voilà. Moi, je pense que la solution, il faut l'adopter. Si on a une solution de sortir de cette situation, il faut y aller.
Alors, il faut pas trop se poser 50 000 questions. Il faut y aller. On va parler du Covid-19, mon Karim. On va parler du Covid-19, voilà. Mais cette fois-ci de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où là la situation aussi est dramatique en ce moment, avec Jamel Zekri. Jamel, bonjour. Bonjour Christophe. Pardon pour le retard, hein, cher Jamel, mais voilà, l'actualité étant là, il fallait qu'on la décrypte à notre manière, avec notre sans langue de bois. Alors Jamel, toi tu as une association, c'est ça? Tu es médecin d'ailleurs, Jamel? C'est ça, effectivement, je suis médecin et je suis président d'une association qui s'intitule Algériens Solidaires. Algériens Solidaires, et tu as monté donc plusieurs actions, notamment la possibilité de faire comment dirais-je, d'emmener du matériel médicalisé en Algérie. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Algérie pour que les hôpitaux puissent faire face à cette nouvelle vague? Honnêtement, en Algérie, actuellement, on manque un peu de tout. On peut parler, parce que je suis diplômé de médecine catastrophe, on peut parler d'un état de catastrophe sanitaire parce que les hôpitaux aujourd'hui, les lits de réanimation, leurs lits de réanimation sont occupés, il n'y a plus de place à l'hôpital. Dans certains hôpitaux, on ne peut plus accueillir de patients parce qu'il n'y a plus de place. Plus dramatique que cela, il n'y a plus d'oxygène de disponible dans certains hôpitaux. Tout simplement pourquoi? Parce que les installations sont anciennes et puis nous sommes dans un état de catastrophe où vous avez énormément de demandes par rapport à ce qu'il y a de disponible. Donc il y a un vrai problème d'organisation et les résultats ont fait que il y a des patients qui, c'est dur de le dire, mais il y a des patients qui meurent asphyxiés. Donc ça fait mal. Nous sommes là aujourd'hui face à un hôpital qui crie au secours. Ouais. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que l'Algérie a donné aussi de l'oxygène à son voisin tunisien, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une démarche que moi, médecin, je salue parce qu'ils ont été Bien sûr que je salue, évidemment. Ils ont été touchés avant nous par cette pandémie grave qui fait énormément malheur dans ces pays-là parce que les infrastructures hospitalières ne sont pas développées. Moi, je salue cette action de fraternité qu'il y a entre deux États, entre deux peuples. Mais c'est vrai que les indicateurs en Algérie étaient faussés parce que personne n'a vu venir cette catastrophe. Je crois que tout le monde a sous-estimé le virus Delta, de ce coronavirus. Et bon, tout le monde a été surpris, tout le monde a été pris de court. Pardon, l'Algérie a quand même eu cette décision de fermer les frontières depuis le début de la pandémie, les a réouverts que très partiellement fin juin. Comment on en a pu arriver à une telle situation? C'est arrivé d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce qui se passe réellement en Algérie, c'est que vous avez tous les jours, bien entendu, comme tous les pays qui sont contaminés par le Covid-19, vous avez des indicateurs qui sont là, qui disent il y a combien de nouveaux cas, il y a combien de patients guéris, et puis vous avez combien de décédés. Oui, ça c'est tous les jours. Et je pense que cette donnée-là, parce que c'est elle en fait qui guide la santé publique, la politique de santé publique, celle-ci a été faussée dans le sens où les PCR qu'on fait gratuitement en France, et on remercie le système de santé que nous avons, et il est gratuit et vraiment accessible à tout le monde. Pour l'instant. En Algérie, en fait, la PCR en dehors de l'hôpital, quand vous allez la faire dans un établissement privé, dans un laboratoire privé, vous la payez. Ouais. Et le prix, il n'est pas donné. Il équivaut quasiment à 35 €. Alors que prix public de la PCR vendue est de 4 €. Donc, il y a des problèmes vraiment d'organisation, je dirais, et qui font que personne n'a vu venir, parce que les vrais chiffres ne sont pas connus. Les gens, quand ils sont malades, ils ont besoin de se diagnostiquer, ils peuvent pas mettre de l'argent pour une PCR. Donc, pour une grande majorité, ils vont pas à l'hôpital. Et surtout, on a fini par dire aux gens, écoutez, on peut plus vous recevoir à l'hôpital, restez chez vous. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui manifestent la maladie, qui en tombent malades et puis qui décèdent également, ils sont pas comptabilisés. Donc quand ils sont pas comptabilisés, les chiffres restent bas, mais la réalité de la chose fait que la maladie est là et ses conséquences sont graves. Une décision aussi importante des autorités algériennes et qu'on peut saluer pour le coup, c'est de permettre de pouvoir transporter, emmener du matériel médicalisé par des associations ou par des autorités compétentes gratuitement. L'Algérie met des avions à disposition gratuits, c'est ça, on est d'accord? Oui, c'est vrai, mais combien est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait eu de l'anticipation. Ce Covid-19, il est là depuis 1 an et demi. Bon, c'est un problème mondial, Jamel, c'est pas propre à l'Algérie, le problème d'anticipation, ça concerne tous les pays.
Non, je parle de l'oxygène essentiellement, parce qu'il n'y a pas pire que de mourir asphyxié. Ouais. Et je pense qu'en matière de politique publique, en matière de politique sanitaire, il aurait fallu anticiper ce genre de choses. Et je pense que c'est malheureux, hein, mais on peut le dire, parce qu'on peut pas parler d'humanitaire. J'essaie de ne pas toucher aux politiques, mais les choses sont intimement liées. Je suis pas là pour faire de la politique, mais juste pour dire que il aurait fallu qu'on anticipe un certain nombre de choses et qu'on se retrouve pas dans une situation comme celle-ci. Clairement, tout à l'heure, Christophe, tu as dit que les frontières ont été fermées. Ouais. Certes, hein, on est passé de 75 avions jour à 5 avions semaine, ce qui est énorme. Mais je pense qu'on aurait dû en même temps faire un effort sur le plan de la prévention à l'intérieur du pays, de telle façon à limiter la contamination et la propagation. Donc c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement aussi. Voilà, les gestes barrières n'ont pas forcément été respectés comme il se devait. Tout à fait, mais il y a également d'autres problèmes, peut-être qui sont pas seulement inhérents à la politique du pays, et je m'explique. Là en France, on est en train de se poser la question si réellement on se vaccine ou pas, parce que les vaccins sont là, et ça c'est culturellement français. Quand il y en a pas, on dit qu'il y en a pas, et quand il y en a, on dit que on veut pas. En Algérie, on n'a pas fait la promotion de la vaccination à temps parce que les vaccins n'étaient pas disponibles. Et je permets de souligner l'égoïsme des pays industrialisés qui se sont gardés les doses de vaccins. Ils n'ont rien donné aux autres pays, au reste du monde. Et puis je pense que l'État algérien n'a pas fait la promotion qu'il fallait parce que c'est une politique de santé publique pour inciter les uns et les autres, surtout les populations fragiles et exposées, à se faire vacciner. Il y a encore pas plus que 2 semaines, le ministre de la Santé algérienne parlait de 4 millions de doses qui sont passées à 9 millions il y a 2 ou 3 jours, mais ça reste insuffisant pour une population de 44 millions. 44 millions d'habitants, effectivement. Jamel, en quoi vous avez besoin des auditeurs? En quoi on peut vous aider? Voilà, là actuellement, et je pense que on n'est pas la seule association algérienne qui est mobilisée, française, mais d'amitié algérienne bien entendu, qui est mobilisée pour venir à l'aide en aide à l'hôpital algérien, c'est que nous avons besoin d'acheter des petits appareils d'oxygène, mais pas seulement. Mais bon, les appareils d'oxygène, c'est des concentrateurs, c'est des appareils électriques qu'on branche à la prise, et puis qui génèrent de l'oxygène à partir de l'air, à partir d'un filtre. Ces appareils-là ne sont plus disponibles en Europe. Ils ont été pris d'assaut. Et là, nous sommes en train de les commander de Chine. Bien entendu, la demande est forte et donc ça allonge un petit peu les délais. Ces appareils coûtent cher. Ça va de 400, 500 euros jusqu'à 1000 et quelques euros. Ah ouais. Et nous avons mis en place, un système de cagnotte sur Top Collect pour essayer de collecter de l'argent afin d'acheter ces appareils respiratoires et les mettre à disposition à ceux qui manquent d'oxygène, à ceux qui souffrent d'asphyxie, à ceux qu'on dit il faut pas aller à l'hôpital parce qu'on ne peut pas du tout vous accueillir. Donc on essaye de leur mettre à disposition ce genre d'appareil pour justement suppléer leurs poumons, leurs fonctions respiratoires pour qu'ils puissent rester en vie et échapper aux conséquences dramatiques de cette maladie. Donc nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, mais nous avons un site internet, si tu permets Christophe. Je t'en prie, Jamel, vas-y. Voilà, www.algérien au pluriel -du6 solidaire au pluriel toujours.org, algérien-solidaire.org au pluriel, et vous avez comme cela accès à notre cagnotte. Et on vous serait vraiment très reconnaissant. Je suis d'ailleurs très reconnaissant parce que jusqu'ici, nous avons pu collecter la somme de près de 90 000 euros. Et nous comptons sur la générosité de tout le monde pour pouvoir nous aider dans cette mission qui paraît un peu difficile afin d'aider un peuple frère, un peuple qui est de l'autre côté de la Méditerranée, qui nous est cher. Voilà, de telle façon à rendre le sourire à ceux qui en manquent. Et j'ai vu d'ailleurs que les Algériens étaient très mobilisés parce qu'il y a une autre cagnotte aussi qui a recueilli presque 1 million d'euros avec notamment des donateurs qui ont participé, de personnalités. Effectivement, et on voit, Jamel, que les Algériens, pour le coup, répondent présents lorsqu'il s'agit d'aider leurs frères ou leur famille d'ailleurs, tout simplement là-bas. En Algérie, ça fait plaisir. En tout cas, la solidarité est là.
Ah oui, effectivement. Là, c'est vraiment. Je crois que tout le monde a été bluffé par ce geste de solidarité. Je souligne d'ailleurs que parmi les donateurs, il n'y a pas que des Algériens. Il y a des amis de l'Algérie, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, des Français, des Européens, des amis de l'Algérie ont donné et continuent encore à donner. On ne peut que leur dire merci. Mille merci. Alors on répète le site une dernière fois, Jamel. Algérien au pluriel _6 solidaire.org. Algérien au pluriel _6 solidaire au pluriel.org. Merci beaucoup, Jamel, et bravo pour ce que vous faites. On a eu l'occasion de se rencontrer à Marseille et voilà, vous faites du très très bon travail. Merci beaucoup, mon Jamel. Merci à toi, Christophe, et merci à ton équipe, et merci pour le travail. Merci à toi, Jamel. Merci beaucoup. Jamel Zekri, voilà, Algérien solidaire. Bah voilà, ça c'est. Les Algériens, attention, Karim, t'as vu qu'ils sont hyper solidaires. J'ai vu Franck Ribéry aussi qui a donné pour l'Algérie. Il y a pas mal d'artistes qui ont participé. Je crois que ce témoignage et ce qui se passe au Maghreb, quand même la preuve que en Europe on est chanceux, en France on est chanceux. Quoi. C'est vrai, on est chanceux, c'est vrai. Il a raison. Non, il a raison. Ouais. Je veux pas refaire la sérénade du vaccin. Pour les mecs qui sont en Algérie, qui meurent et en Tunisie, nous voir faire des débats, même si ce sont des débats très honorables. Moi, je dis pas qu'il faut pas faire le débat. Je dis c'est pas le moment. Il faut sauver des gens. On débattra après. Eux, ça les fait hurler, hein. Ça les fait hurler. Moi, j'ai la famille Oblay qui me dit vous êtes complètement tarés, les gars. Nous, si vous nous donnez le soin, on se soigne. Et après, bien sûr qu'il y aura des comptes à régler. Il y aura des choses à faire. Pour moi, il faut raser la classe politique totalement. Ça sera la première étape. Et je suis d'accord avec toi, Rudy, quand tu parles de l'Assemblée du Sénat. Mais je suis désolé, ces gens-là, la France n'en veut plus. Toute la classe politique, tous ces acteurs politiques. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche. Moi, c'est peut-être bête, peut-être que je suis stupide, peut-être que... moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai ma soeur qui est médecin, mon beau-frère, mon oncle qui est chirurgien, mon cousin qui est réanimateur. Ils ont vacciné, ils se sont vaccinés, ils ont vacciné leurs enfants, leurs familles. Ils m'ont dit fais confiance à la science. Dans un instant, mon Karim, Rudy, on prendra la réaction. On prendra la réaction de ceux qui sont à proximité du Conseil constitutionnel, vous savez, qui se mobilisent depuis quelques jours maintenant. C'est dommage que Jamel ait raccroché parce qu'il y a un sujet sur les dons. Ouais. On a tous agi quand c'était accusé d'Algérie. Par contre, beaucoup de gens voudraient agir, mais beaucoup de gens se posent la question de comment avons-nous la certitude que l'argent va bien arriver, va bien être utilisé, que les concentrateurs sont pas détournés. Et je pense que les gens ont besoin d'être rassurés sur ce plan-là. Il y a des associations comme celle de Jamel, je peux t'assurer que voilà, ils font du bon boulot et que tout est transparent. Pour Jamel en tout cas. Non, mais qu'ils le disent parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais ça va partir, on sait pas. Ouais, bien sûr, mais ça c'est le problème qui se pose de manière fréquente. Dans un instant, on sera du côté du Conseil constitutionnel avec des gens comme Jérôme Rodriguez, Lelouch qui se sont mobilisés aussi contre le pass sanitaire. Ils vont nous donner leur réaction face au rendu de ce fameux conseil. Dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et le LGF France Maghreb 2 au cœur de l'actualité, toujours plus que jamais évidemment. Alors le Conseil constitutionnel a rendu évidemment son verdict concernant ce pass sanitaire qu'il a donc totalement, ou presque en tout cas, validé, à l'exception près du contrat de durée déterminée où on ne pourra pas licencier pour les intérimaires. Pour le reste, c'est validé, jusqu'à même l'autorisation, la vaccination pour les enfants de plus de 12 ans à partir du 30 septembre. Eh bien, manifestation du côté du Conseil constitutionnel. Sur place, nous retrouvons Philippe Bouriaki, mon Philippe. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de France Maghreb 2. Nous sommes en direct de la place du Palais Royal, devant le Conseil d'État, alors que la manifestation à la base était censée être devant le Conseil constitutionnel, sauf que le préfet allemand a sorti un arrêté interdisant ce rassemblement, arrêté complètement illégal, depuis le 17 juillet 1989, le Conseil d'État avait rendu une décision autorisant toutes les manifestations d'associations ou libres. Alors là, il y a à peu près 1000 personnes, et il y a une autre manifestation qui est partie de Port-Royal jusqu'ici, sur laquelle on nous a annoncé qu'il y avait beaucoup de monde. Les gens sont dépités, ne comprennent pas cette décision. Visiblement, le Conseil d'État, qui est censé être géré par des sages, ne le serait plus. Je les laisse libre de leurs propos. Et
On va tout de suite passer la parole au déclarant de ce rassemblement, de cette manifestation, qui est Fawzi Lelouch, gilet jaune de la première heure, et qui est là pour dire non à ce que eux disent clairement, bafouer des droits de l'homme, bafouer de la liberté de la liberté de pouvoir s'exprimer. La France, bien près du micro, Philippe, bien près du micro. La France est fracturée en deux et a bien réussi son coup. Donc je vous passe. Très bien. On va essayer d'écouter Fawzi Lelouch. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Alors, rapidement, Fawzi, parce qu'on arrive au terme de cette émission, pourquoi vous êtes en colère ce soir? On est en colère parce qu'on s'aperçoit que les gens qui sont garants de la Constitution nous ont complètement bafoués dans nos libertés. Ceux qui devaient normalement s'assurer qu'on puisse être un pays encore dit des droits de l'homme, avec une Constitution nous protégeant en tant que citoyens, préservant toutes nos libertés, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que Emmanuel Macron a osé. Et pour moi, on est à la limite de quelqu'un qui est un dictateur, du fait que ça va très loin et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Donc on est dépité. À la fois, on a reçu un électrochoc aujourd'hui et c'est comme si on avait reçu un bon coup de Pfizer. Mais Fawzi, pardon, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce pass sanitaire en tant que tel? Parce qu'on le savait qu'il allait passer, mais qu'est-ce qui vous choque? Tout. Tout. Parce que c'est un déni de démocratie, c'est contraire aux droits de l'homme. C'est complètement opposé à notre socle démocratique de ce pays. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont su, les politiques et les gouvernants, faire la morale et dénoncer les autres pays qui se disaient être des pays non démocratiques. Aujourd'hui, on a régressé aussi bien dans nos libertés, dans nos droits, dans nos acquis sociaux et surtout, la Cour constitutionnelle a cru pouvoir valider une loi abusivement appelée passe sanitaire qui viole nos lois inaliénables et sacrées et des lois inaliénables et sacrées des droits de l'homme. Donc, notamment, la devise égalitaire de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est notre socle démocratique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Fawzi Lelouch, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour moi, les hautes fonctions, tout ce qui représente la démocratie, le gouvernement n'a plus de légitimité. Pour moi, aujourd'hui, ils ont franchi une ligne qu'ils ne devaient pas franchir. Et il faut se rappeler quelque chose d'essentiel. C'est pas le peuple qui est au service du gouvernement, c'est le gouvernement qui est au service du peuple. Donc, quoi qu'il arrive, le peuple vaincra. Quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, c'est pas la peine de nous demander d'appliquer des lois et la Constitution et la démocratie et d'être parmi les garants de ces lois en tant que simple citoyen, en sachant que ceux qui sont censés normalement la préserver et nous représenter ne la respectent même plus. Nos droits fondamentaux sont bafoués. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune légitimité et par contre, on ne sait pas pour demain ce que ça va donner parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'on a que quand on l'a perdu. Et je peux vous dire, on ne sait pas jusqu'à où on l'a perdu. Voilà, merci Fawzi Lelouch, vous viendrez en studio, on aura l'occasion d'en débattre si vous le voulez bien. Je vous laisse gérer ça avec notre ami Philippe, reporter sur tous les fronts, notre ami Philippe Boriaki, accompagné de Fawzi Lelouch, gilet jaune de la première heure. Hein, il a eu quelques gaves aussi, il a goûté à tout cela évidemment. Voilà, bon, merci mon Philippe. Donc manifestation en cours donc devant le Conseil d'État. Voilà, vous allez pouvoir la retrouver à la fin de l'émission, la manifestation en live sur Christophe Le Grand Forum, Immédia, Ethic News et bien évidemment, bien sûr, sur France Maghreb 2. Nous allons être en direct pour la suite de la manifestation et l'arrivée du cortège qui est parti de Port-Royal jusqu'à Palais-Royal. C'est tout un symbole, en espérant que tout se passe dans le calme, bien évidemment. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler demain et puis peut-être de faire venir des gens en plateau demain éventuellement en réaction de ce qui s'est passé. Bon le peuple est en colère mon Rudy, hein. Le peuple est en colère. Ouais, c'était prévisible en fait. Parce que moi tu vois, comme tu disais tout à l'heure, finalement on en revient à la chose la plus essentielle de la vie en fait. Et d'un côté en fait on a un gouvernement qui maîtrise les lois qu'ils ont érigées, etc.
Mais de l'autre, on a aussi une population qui n'est pas bête et qui connaît les lois parce que ils ont étudié, etc. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on utilise les lois pour finalement battre en brèche la loi élémentaire qui est bon voilà comment on appelle ça, la liberté, les libertés fondamentales au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. D'un côté, on a ça, qui effectivement peut-être est notre roue de secours ou notre bouée de sauvetage, et de l'autre, on a l'exercice expertiste des politiques qui savent en fait utiliser ça pour faire avancer un agenda qui est un agenda politique. Mais de l'autre, on a effectivement, c'est comme si en fait on a la Constitution qui est là à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'on parle du socle constitutionnel. Donc à l'intérieur même du socle constitutionnel, il y a dans la Constitution ce qui permet aux politiques de nous représenter et donc aux législateurs d'exister, et de l'autre il y a les droits fondamentaux qui s'entrechoquent. Ouais. Et après derrière il y a des interprétations. Les politiques vont dire mais non, c'est le respect de la démocratie, on est élu, on représente le peuple, mais le peuple dit mais regardez en fait vous bafouez les droits fondamentaux. Et moi, je pense qu'effectivement, les droits fondamentaux sont bafoués en partie à cause de ce pass sanitaire, surtout quand je vois qu'on va aller jusqu'à vouloir vacciner des enfants de 12 à 17 ans. C'est hallucinant. Karim, tu entends ça, tu es peut-être pas pressé de rentrer de vacances, là, mon Karim, quand t'entends tout ça, hein? Non, mais moi, je répondrai pas à celui qui est intervenu. Tu sais ce que je pense des Gilets jaunes et des gens qui prônent l'insurrection. Tant mieux qu'ils ne soient jamais aux manettes, parce que je pense que ce sont les personnes les plus dangereuses qu'on pourrait avoir dans notre pays. Moi, je le redis, il y a un Conseil constitutionnel entouré d'experts, attention, hein, d'experts en droit constitutionnel et brillants, d'ailleurs que les autres utiliseraient, parce qu'il n'y en a pas 50 000 en France, des experts. S'il y a faute, eh ben, il y aura correction, parce que le droit, c'est facile à vérifier et à maîtriser. L'objet aujourd'hui, il n'est pas de dire constitution, pas constitution, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Moi, il y a qu'une chose il y a deux choses qui me dérangent aujourd'hui, et je pense que ça ne sera pas appliqué pour la première, c'est l'interdiction d'accès aux soins pour les personnes non vaccinées. Et ça, je crois que quand on est médecin, et même l'ordre des médecins, et quand on prête serment, on se doit d'accepter tout le monde. Donc je pense que ils peuvent le mettre comme ils veulent, où ils veulent, ça ne sera jamais appliqué et applicable. Vous imaginez, vous refusez de soigner quelqu'un et les conséquences sont dramatiques. Et la deuxième chose qui me pose question, honnêtement, et en tant que tout citoyen et être humain et papa, j'ai 3 enfants, c'est la vaccination à partir de 12 ans. Ça me pose question. Je pense qu'il y a plus urgent à faire vacciner. Et je pense que si tous les adultes étaient vaccinés, on n'aurait pas besoin de se poser la question sur les enfants. Bah oui. On n'est pas opposé. On n'est pas opposé à la vaccination, mais ce serait bien qu'elle reste quand même au loisir et à la bonne volonté des gens qui ont aussi un droit à leur dernier point pour conclure, à avoir une conscience libre. Il va falloir très sérieusement, après tout ça, moi j'aimerais qu'on fasse table rase de toute notre classe politique, de tous les représentants politiques qui existent aujourd'hui, parce qu'ils ont démontré une seule chose aujourd'hui, c'est que ce qui compte, c'est leur intérêt personne, leur petite gamelle, et il est temps que d'autres personnes qui ont du vécu, qui ont une expérience, qui ont des compétences, comme tu l'as dit Rudy, on est même, je pense, extrêmement plus compétents que ces gens-là,